l'enfer syrien, les femmes sont les principales cibles de la barbarie djihadiste. Pourtant, certaines n'hésitent pas à se rendre armes à la main sur les champs de bataille. C'est le cas de Kaziwar, combattante kurde de 23 ans, engagée dans l'unité de protection de la femme kurde. Plus de détails tout de suite avec Andrea Benisti. La main ferme sur son arme, Kaziwar monte les dernières marches pour rejoindre l'unité de protection de la femme kurde. Une section de femmes qui, armes à la main, combattent les soldats de l'État islamique au cœur de leur fief de Raqqa. Des djihadistes responsables de la capture de plusieurs femmes dans le Sinjar. Certaines d'entre elles ont même été vendues sur le marché des villes. Nous nous sommes engagés comme dans un appel pour elles. Chaque jour, nos enfants sont tués. C'est pour cela que nous nous sommes engagés. Accroché au rétroviseur de Kaziwar, un visage, celui de Baharin Jia, sa sœur d'armes tombée sur le champ de bataille. Chaque combattante a ses cicatrices, mais elles sont pourtant plusieurs centaines à joindre leurs forces aux sections de combat masculines. Un renfort accueilli à sa juste valeur par les forces démocratiques syriennes. En réalité, l'unité de protection des femmes kurdes progresse dans tous les domaines militaires et politiques, en particulier dans le domaine militaire parce qu'avant, tous voyaient la femme comme inférieure. À une trentaine de kilomètres des combattantes, des avions de la coalition internationale bombardent des positions des djihadistes. Sous leurs yeux s'élèvent des volutes de fumée grise, signe de leur détermination au sein du désert de Syrie. Et le prix Sakharov, un prix décerné chaque année, il récompensait ceux qui ont œuvré pour la défense des droits de l'homme. 2017 à 2 lauréates, il s'agit de 2 jeunes femmes yézidis d'Irak, décorées par le Parlement européen. Leur dignité et leur courage, Andrea Benisti, a été récompensée. Oui, alors Valérie, ce prix récompense bien 2 femmes qui ont beaucoup souffert. Elles s'appellent Nadia Mourad et Lamia Hadji Bachar et elles faisaient partie de ces femmes yézidis du village de Kocho qui sont tombées aux mains de Daesh puis vendues comme esclaves sexuelles. D'accord, et pour l'autre lauréate ? Déjà, la première pour son histoire, elle a été enlevée il y a 3 ans dans le village au nord de l'Irak par l'État islamique. Elle a été vendue 5 fois au total comme esclave sexuelle aux combattantes djihadistes. Elle a même été contrainte de fabriquer des engins explosifs à destination de Mossoul. Et après plusieurs tentatives, la jeune femme est parvenue à 19 ans à peine à s'échapper en avril dernier. Pour la deuxième lauréate, on y revient, c'est Nadia Mourad. Donc, elle vient du même village, elle a été enlevée le même jour et donc a connu les mêmes souffrances. Elle est parvenue à s'échapper en novembre dernier et a rejoint un camp au nord de l'Irak pour ensuite être acheminée vers l'Allemagne. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'elles ont été décorées, elles n'ont pas parlé de leur captivité, mais plutôt du sort des Yézidis encore prisonniers. Et justement, il y en a beaucoup qui sont encore capturés, Andrea. Oui, il y en a environ, pour les femmes en tout cas, on sait que 3500 femmes yézidis sont encore prisonnières. C'est sur cela que les 2 lauréates ont quand même insisté. Et donc Lamia Bachar, qui elle a été enlevée il y a 3 ans et emporte encore la marque sur son visage. Lors de sa fuite, elle a marché sur une mine et donc elle a subi l'explosion, mais malgré tout elle est restée positive et elle nourrit quand même encore de jolis projets. Je vous propose d'écouter son témoignage. Il ne suffit pas de mettre fin à Daesh militairement. Il faut aussi traduire les responsables de Daesh devant la justice internationale, devant le CPI, parce que le nom de Daesh peut disparaître, mais les effets de Daesh resteront là tant que la justice n'aura pas été rendue. Alors on vient de l'entendre, Andrea, ces 2 courageuses jeunes femmes se sont donc échappées. Et maintenant, qu'est-ce qu'elles ont comme projet en commun ? Alors elles ont un projet commun, c'est être les porte-parole pour ceux qui ne peuvent pas parler. Elles ont d'ailleurs été nommées mi-septembre dernier ambassadrices de l'ONU pour la dignité des du trafic d'êtres humains. Et leur but, c'est bien de faire reconnaître les persécutions en 2014 sur le peuple yézidi pour le faire reconnaître comme un génocide. D'accord. Alors dans un pays ravagé par la guerre et par le terrorisme depuis plusieurs décennies, les femmes de Somalie tentent péniblement de faire entendre leur voix. Certaines d'entre elles profitent d'une émission de radio locale pour dénoncer les violences dans le pays, mais pas seulement. On regarde. Ces femmes sont des pionnières en Somalie. Elles travaillent pour Kasmo FM. Cette radio a été inaugurée cette année à Mogadiscio, le jour de la Journée internationale de la femme. Une date symbolique. Kasmo FM est la première radio somalienne entièrement gérée par des femmes, pour des femmes. Fadoumo est étudiante à l'université de Mogadiscio. Elle vient d'intégrer l'équipe en tant que journaliste reporter au sport.
Kasmo est la première radio 100% féminine à Mogadiscio. Et pourtant, la ville a de nombreuses stations de radio. La directrice est une femme, la productrice, les techniciens, les reporters de terrain, les journalistes d'antenne sont aussi des femmes. Je pense que c'est la première radio à prendre l'initiative de mettre des femmes à l'antenne. Financée notamment par l'UNESCO, la radio diffuse uniquement dans la capitale entre midi et 16h. L'objectif des journalistes, aborder tous les sujets qui peuvent intéresser leurs auditrices. La mode, la cuisine, les infos, le sport, mais aussi la sexualité et les violences faites aux femmes. J'écoute cette radio qui se dit être la voix des femmes. Les journalistes parlent des femmes qui ont dû fuir leur maison en raison des conflits, des viols, de plein d'autres choses. J'aime beaucoup cette radio parce qu'elle parle de cuisine mais aussi de sujets importants pour nous les femmes. Le but de la radio n'est pas seulement de divertir les femmes mais aussi de les éduquer. Depuis plus d'une vingtaine d'années, la Somalie connaît de violents conflits. Le niveau d'éducation des Somaliens a baissé, surtout chez les femmes. D'après l'ONU, la Somalie est le pays qui a le moins d'enfants scolarisés et seulement 28% des jeunes filles arrivent au secondaire. Le niveau d'éducation des femmes est bas. Par exemple, une famille de 6 enfants avec 3 filles et 3 garçons. Les garçons iront à l'université, mais pas les filles. C'est ce qui rend les femmes vulnérables et moins efficaces dans la société. La radio a mis en place des programmes qui expliquent que si la femme est éduquée, tout le reste de la famille le sera aussi. Kasmo connaît un réel succès. Elle compterait aujourd'hui plus de 500 000 auditeurs au quotidien. Un très bon score pour un pays qui compte 10 millions d'habitants. Des femmes africaines donc qui tentent de faire entendre leur voix et d'autres qui essaient de fuir les combats. C'est le cas de Selam, une femme érythréenne qui rêve aujourd'hui de rejoindre l'Europe. Jonathan Serrero. Oui, et Selam qui tente donc de rejoindre le vieux continent depuis avril 2012. Et son histoire va aller à tout d'un périple cauchemardesque. À l'époque, elle est encore membre de l'armée érythréenne, car il faut que vous le sachiez, Valérie, là-bas, hommes et femmes sont enrôlés dans l'armée du pays pour une durée indéterminée. Elle est alors enceinte quand elle décide de fuir vers le Soudan. Et c'est là que les choses se compliquent pour elle. Sa fugue tourne court puisqu'elle est prise en otage par des hommes armés à la frontière entre l'Érythrée et le Soudan. Ils la conduisent vers le Sinaï égyptien. La suite, je vous laisse l'entendre. Je suis venue au Soudan depuis l'Érythrée. J'ai quitté Asmara pour Goldouche et de là, j'ai rencontré 3 personnes et ensemble, nous sommes allés au Soudan. Quand nous avons atteint Hafir, à l'est du Soudan, j'ai été capturée par des passeurs et ils m'ont emmenée dans le Sinaï. D'abord, j'ai été retenue pendant 2 mois. J'ai essayé de m'échapper, mais j'ai été blessée par balle à la jambe. 2 mois après, j'ai accouché de mon enfant. Et ensuite, après 3 mois, j'ai été relâchée après avoir payé $15 000. Alors Jonathan, cette histoire de Selam, c'est pas du tout un cas isolé et cette affaire de prise d'otage a forcé le gouvernement soudanais à sévir. Oui, des autorités soudanaises qui ont mis en collaboration, qui ont mis en place en collaboration avec l'Union européenne des mesures de rétorsion contre le trafic d'êtres humains. Un trafic qui peut rapporter des millions de dollars aux ravisseurs puisque la rançon pour chaque femme est estimée entre 25 et 30 000 dollars. Ils sont par ailleurs plus de 1000 Érythréennes à fuir leur pays pour échapper à la pauvreté. La guerre et l'enrôlement de force aussi. La moitié d'entre elles meurent en chemin ou finissent leur périple en Israël ou en Italie. Il faut savoir que 30 000 Érythréennes ont rejoint la botte transalpine depuis l'Afrique du Nord. La majorité a transité donc vers le Soudan. On écoute tout de suite les représentants du HR locaux et de l'Organisation internationale des migrations nous éclairer sur les raisons qui poussent donc ces Érythréennes à fuir le pays. On les écoute. Je pense que la plupart de ces gens disent qu'ils ont beaucoup de raisons de quitter l'Érythrée, mais je dirais qu'il y a le problème de l'enrôlement. L'Érythrée a vécu plusieurs conflits avec l'Éthiopie récemment
Et ils disent que la conscription est un problème. Je pense qu'ils cherchent aussi des opportunités économiques. Il y a plusieurs risques, si je peux dire. La sécurité est l'un d'entre eux. Souvenez-vous que certains de ces migrants font ces voyages avec des passeurs et vous savez qu'un passeur peut se transformer en trafiquant d'êtres humains. Ces deux concepts ne sont pas très clairs. Et en Israël, les femmes occupent une place centrale au sein des forces armées de Tsahal. Certaines d'entre elles ont même fait le choix d'intégrer les Bardelas, une des 3 unités combattantes mixtes mises en place par l'armée. Une décision courageuse pour des femmes de caractère. Le sujet préparé par Cassandre Bergel. Le visage recouvert de boue, fusil automatique autour du cou, Ada rampe dans les ronces sous les encouragements de sa supérieure qui est une femme comme elle. Malgré l'intensité de l'entraînement, elle garde le sourire. C'est dans les semi-déserts du Sud que Hadar, dont le nom reste confidentiel, est appelée à prendre part à son entraînement militaire. La soldate se prépare à intégrer le bataillon Bardelas, l'une des 3 unités de l'armée israélienne à la fois mixte et entièrement combattante. L'unité mixte n'a rien de difficile. Au tout début, l'idée était un peu étrange parce que l'unité était composée uniquement de femmes, mais quand les hommes ont débarqué, les choses sont devenues beaucoup plus amusantes. Ils sont devenus nos amis, nos compagnons d'armes et nos véritables frères. Nous faisons tout ensemble puisqu'ils sont devenus nos meilleurs amis. Les Israéliennes sont de plus en plus nombreuses à servir dans des positions combattantes. Elles étaient 3% en 2013 et sont aujourd'hui 9,5% du contingent militaire total. Les jeunes Israéliennes de 18 ans s'engagent dans l'armée pour 2 ans. Celles qui veulent porter l'uniforme de combattant doivent s'engager 8 mois supplémentaires. Une prolongation de service sous les drapeaux qui n'effraie pas les volontaires. Dans le bataillon Bardelas, garçons et filles accomplissent les mêmes missions. Un bataillon mixte est un avantage en soi. Au lieu de créer un bataillon entièrement composé de membres de même sexe, vous pouvez profiter dans les unités mixtes de tous les avantages offerts par les 2 sexes. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore transformé toutes les unités de l'armée en unités mixtes. Je ne vois pour ma part que des avantages à ce que toutes les unités soient mixtes. 85% des postes de l'armée sont accessibles aux femmes et plus d'une femme sur 2 fait l'armée. Un 4e bataillon est prévu pour mars 2017.